On est effectivement à un moment clé pour l'Europe, 60 ans après le traité de Rome, 25 ans après Maastricht, et avec des élections en France qui seront très importantes pour notre pays, mais qui sont très attendues par tous les peuples européens, et tous les regards sont en ce moment tournés vers notre pays. Donc c'est un plaisir de vous accueillir ici, à Villerue, sur cette terre de brassage, cette terre d'immigration, qui, d'une certaine façon, a construit l'Europe de façon très tôt, puisque les vagues d'immigration qui sont arrivées à Villerue remontent au début des années 1900, une immigration économique, ensuite une immigration politique avec l'arrivée du fascisme en Italie, et puis ces vagues d'immigration étaient tellement fortes que, aujourd'hui, un certain nombre des enfants, des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants de ces immigrés ont pris le relais à travers l'engagement social, l'engagement politique, l'engagement syndical de leurs parents ou grands-parents ou arrière-grands-parents. Et il y a actuellement effectivement des projets qui sont en train d'être poussés et qui vont l'être encore à l'occasion de l'anniversaire officiel des 60 ans du traité de Rome, à la fois pour renforcer le libéralisme et ce qu'ils appellent le gouvernement de la zone euro, avec tout un tas de mesures, dont une des dimensions les plus importantes, c'est de renforcer ce que Alexis Tsipras vient d'appeler le club fermé des puissants. On est, ça a été dit par les intervenants précédents, on est sous le joug de l'austérité, on est sous le joug de l'idéologie libérale, ultralibérale, qui nous fait croire qu'on peut avoir que comme solution une réduction des droits, une réduction des protections des salariés, et qu'en effet, on est malheureusement bien placé dans cette région pour savoir que les questions de désindustrialisation, les questions de modification de la structure de l'économie a des conséquences graves. Alors sur ce qu'il y a devant nous, ce qu'il y a face à nous, les enjeux, les défis, je crois qu'il faut souligner, y compris dans notre pays, mais y compris le syndicalisme européen, est en train à la volonté en tout cas politique, la volonté revendicative de développer des luttes partout aujourd'hui dans les pays d'Europe sur la question des salaires. L'ambition qui était celle de construire une Europe faisant progresser les droits a été complètement désertée et complètement oubliée au profit de l'Europe des marchés et de l'Europe de la déréglementation. Les grandes questions sociales, celles des salaires qui ont été évoquées tout à l'heure, de la progression, de l'harmonisation des droits sociaux vers le haut, des droits aussi des femmes qui sont violemment attaquées dans plusieurs pays européens en ce moment. L'harmonisation des droits, la progression des droits, la progression des salaires dans toute l'Europe, c'est la meilleure protection contre le dumping social actuel. En 2015, il y a eu 1 million de personnes qui sont arrivées dans l'Union européenne. Il convient de relativiser ce chiffre par rapport aux 500 millions d'habitants, c'est-à-dire 0,2% de la population de l'Union européenne, alors que des pays comme la Jordanie, comme le Liban, doivent accueillir entre 20 et 25% de leur population en termes de réfugiés. Donc l'Union européenne n'est pas à la hauteur, n'a pas été à la hauteur. Et que se passe-t-il aujourd'hui ? Déjà l'année dernière, nous avons eu un mouvement de 350 000 personnes qui ont traversé la Méditerranée, c'est-à-dire 3 fois moins qu'en 2015. Et là, depuis le début de l'année, nous sommes à environ 20 000 personnes. Si on projette ce chiffre jusqu'à la fin de l'année, cela veut dire moins de 100 000 personnes. Nous sommes revenus, si je puis dire, dans les eaux des années 2011-2012. Et les mesures qui sont prises sont des mesures qui vont encore et encore renforcer l'Europe forteresse. Aujourd'hui, il y a 3,5 millions de Français qui sont expatriés à l'étranger, qui sont migrants à l'étranger, dont 1,7 million qui sont inscrits sur les listes électorales. Pour ce qui est uniquement du Benelux, il y a plus de 120 000 Français inscrits en Belgique, plus de 33 000 au Luxembourg et 24 000 aux Pays-Bas. Et à ça s'ajoutent évidemment tous ceux qui sont là de façon temporaire, qui ne sont pas inscrits au consulat ou qui sont tout simplement des travailleurs frontaliers comme on a pu l'évoquer avant.
Et donc là aussi, on constate que les mesures d'austérité mises en place en Europe et aussi au niveau de la politique française ont un impact direct pour ces Français-là, direct et, j'ai envie de dire, pour beaucoup de la double peine, puisqu'ils subissent à la fois les mesures d'austérité mises en place par la France et à la fois les mesures mises en place par les pays d'accueil. Avec la Banque centrale européenne telle qu'ils l'ont construite, ils ont mis à l'abri des peuples, du contrôle des peuples et des parlements nationaux d'ailleurs, qui ne sont jamais consultés sur cette question, ou quasiment pas. Ils ont mis à l'abri des peuples la question de la gestion de sommes considérables. Et c'est notre argent. Ils ont mis à l'abri des peuples et du contrôle des gouvernements et des peuples la décision d'utiliser dans un sens ou dans un autre la capacité de crédit de l'Europe tout entière. Il faut reprendre du pouvoir sur ça. En Europe, on dit on doit faire un travail d'équipe, par exemple dans la fiscalité. On ne doit pas nuire aux recettes fiscales du voisin, de Luxembourg, à nuire aux recettes fiscales de la France, de l'Allemagne, etc. Pourquoi? C'est de l'histoire, on pourrait en parler pendant 3 heures. Mais la vraie question, c'est ce que j'ai essayé de faire en son alerte, c'est de dire ça, c'est pas normal. Il faut que ça change, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Il est possible d'intervenir mondialement sur la question du climat, d'agir pour que la COP 21 prenne des engagements. Et ces grandes questions financières, nous ne devrions pas y toucher, nous ne devrions considérer que la question de la Banque centrale européenne est une question sur laquelle nous n'avons aucun droit de regard. Non, je pense que ces batailles-là, au contraire, sont des batailles essentielles. On a dit que la Banque centrale ne pouvait pas produire ex nihilo de la monnaie pour acheter de la dette. Elle ne le fait pas. Elle n'annonce pas qu'elle le fait. Mais elle a produit l'an passé 1200 milliards. Il faut bien voir ce que c'est, 1200 milliards. C'est bien plus que le budget européen. En monnaie qu'elle a créée, qu'elle a donnée aux banques privées. J'ai rencontré un banquier très important la semaine dernière à Paris. Je lui ai dit comment que ça va. Il m'a dit ça va, mais on a un problème. Vous vous rendez compte qu'on a trop d'argent, on est obligé de le ramener à la Banque centrale. Mais j'ai dit mais pourquoi alors vous ne pouvez pas faire des prêts pour ceux qui veulent construire des maisons, ceux qui veulent changer leur frigidaire, tout ça? Il dit non, ça, il dit c'est très marginal. On ramène notre argent à la Banque centrale. Donc c'est un témoignage selon lequel l'argent existe bien. Et enfin, évidemment, et cela a été dit, il faut reprendre à une toute autre échelle la bataille pour la paix et pour des initiatives de paix de l'Europe. Et ça a été développé avant moi. Mais effectivement, l'idée j'ai envie de dire, elle n'est pas incroyable parce que c'est la réalité. Mais l'idée qu'on puisse, dans le monde actuel, décider de relancer l'Europe à partir de la question militaire est quand même une idée incroyablement folle et dangereuse. Je vais conclure sur deux aires en gros de travail sur lesquelles on peut travailler en commun. Donc un premier axe qui est contre les armes nucléaires, donc qui plus est car l'Angleterre et la France sont deux États, dans les deux États en Europe qui disposent d'un arsenal conséquent. En Angleterre, il y a un mouvement pro-désarmement nucléaire qui est assez important et une des campagnes qu'ils ont en ce moment, c'est de pousser le gouvernement anglais à participer aux négociations à l'ONU sur justement un traité qui acterait qui demanderait de bannir toutes les armes nucléaires et la prolifération nucléaire. Et évidemment, la dernière question, c'est celle de la démocratie. Il faut changer totalement la manière dont tout ça fonctionne. Nous allons élire les députés dans la nouvelle Assemblée nationale française dans quelques semaines. Je suis moi-même sénateur, mais aucun gouvernement ne va dans les conseils européens en consultant sérieusement le Parlement national avec un véritable mandat. Le gouvernement ne rend quasiment jamais compte des décisions qu'il entérine dans les conseils européens devant les parlementaires et devant les citoyens. Je n'en parle même pas. Donc toute cette architecture-là dont souffre l'ensemble des peuples européens doit être remise en cause. Mais je pense qu'il est grand temps de nous faire entendre
à l'Assemblée nationale, tant il est évident que les réponses qui nous sont apportées aujourd'hui à la souffrance de nos populations sont de toute façon inappropriées, voire même dangereuses. Il est absolument fondamental pour notre combat, nos combats quotidiens, que se construise à une échelle beaucoup plus importante la convergence permanente des forces progressistes dans toute l'Europe. Nous ne pouvons pas gagner ces batailles, nous ne pourrons pas avancer si nous ne franchissons pas des étapes nouvelles dans la convergence de ces forces. Et je crois personnellement beaucoup, pour m'être investi dans cette proposition, à l'idée qui vient d'être lancée par le dernier congrès du Parti de la gauche européenne qui s'est tenu en décembre à Berlin, de construire avec toutes les forces progressistes démocratiques européennes un forum politique annuel qui pourrait rassembler toutes ces forces et faire régulièrement le point de ces combats communs. Francia es desde luego un referente moral y político para toda Europa, desde la Revolución Francesa. Yo creo que los ideales y principios que siempre se han defendido desde la izquierda anclan sus raíces entonces. Yo creo que la izquierda tiene el deber de convertirse también en un referente moral para toda Europa. Wir brauchen also eine Europäische Union, in der Rechtspopulismus, Ausländerfeindlichkeit, Rassismus keine Zukunft hat, sondern von uns gemeinsam bekämpft wird. Wir wollen aber auch ein Frankreich sehen, das sich aktiv engagiert für eine soziale, solidarische Union. Ce sont tous évidemment des combats communs que nous menons tous ensemble et pour nous évidemment il était important pour la classe ouvrière belge que le rapport de force se structure au niveau européen, que le rapport de force soit là l'ensemble des classes ouvrières européennes qui peuvent faire reculer l'ensemble de ces traités d'austérité qui cadenassent complètement l'ensemble des budgets de tous ces pays et pour ça il nous faut la collaboration, il nous faut la solidarité en Europe. Et je pense que nous avons la responsabilité de porter dans le débat de la gauche française et dans le débat de la France tout entière d'ailleurs, parce que ce n'est pas une question qui concerne seulement la gauche, mais c'est à la gauche de la porter. Nous avons la responsabilité de mettre au contraire à l'ordre du jour la construction d'un nouveau projet de refondation de l'Europe, d'un projet d'une Europe solidaire qui ne renonce pas à la solidarité entre tous les Européens et tous les travailleurs européens, mais qui la reconstruit sur des nouvelles bases. Nous ne pouvons pas rester prisonniers du débat tel qu'il s'organise aujourd'hui, soit la fuite dans les nationalismes, soit la fuite en avant dans le libéralisme. Nous avons à reconstruire la perspective d'une Europe de la solidarité, d'une véritable Europe de progrès. Et je pense que c'est à notre force et à d'autres de reconstruire ensemble ce projet et de travailler à fédérer dans la gauche française, dans les forces progressistes françaises et au-delà dans toutes les forces progressistes européennes, à fédérer le maximum de forces autour de ce projet qui seul sera capable de bousculer les rapports de force en Europe à une échelle suffisante pour changer vraiment la vie des gens.